l'esprit public, Philippe Meyer. Nous sommes donc dans l'immeuble Léonard où nous retrouvons Jean-Louis Bourlange, Alexandre Gady, Nicolas Chaudin et Dominique Khalifa après avoir enregistré pendant 1 heure une conversation autour de Paris, et c'est maintenant à la salle que nous passons la parole. Oui, dans votre titre, vous disiez Paris quitté, mais je trouvais que vous n'en aviez pas beaucoup parlé. Moi, à titre personnel, j'ai quitté Paris, mais ça fait un bout de temps, c'était il y a 35 ans. Et la raison, c'était... ma femme était enceinte, on est allé dans la crèche qui venait de s'ouvrir à côté de chez nous, et la réponse a été, mais si elle est déjà enceinte, c'est plus la peine de vous inscrire. C'est-à-dire, il y avait largement pénurie. Il fallait d'abord s'inscrire et avoir son enfant après. Donc ça, c'était un premier coup derrière la nuque. Et après... Vous êtes allé où après? Non, mais on est resté un petit peu. Oui. Et ce qui a été le définitif, c'était justement qu'avec parce que cet enfant a fini par naître, et prendre le métro ou prendre le bus avec une poussette, c'était mission impossible. Alors évidemment, ça n'a pas changé beaucoup. On est allé à Grenoble. Il se trouve qu'il y a eu un tramway qui s'est construit là-bas, et il y en a même un maintenant ici à Paris, et vous pouvez rentrer dans le tramway avec une poussette. Mais bon, ça c'est un détail. D'ailleurs, Grenoble, ça m'a fait aussi penser qu'à un point commun avec Paris, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'autres exemples en France, c'est que la ville-centre est plus petite que sa banlieue. Et ça génère énormément de problèmes administratifs. Et il y a vraiment là, j'appelle à titre personnel, une révolution au niveau de l'organisation administrative, parce que ces communes, dans des grandes cités, ou même moyennes cités, mais enfin, cet agglomérat de communes, c'est impossible. Et c'est pour ça que la campagne actuelle parle que de plantation d'arbres et puis de rien d'autre, parce qu'il n'y a rien d'autre à dire. Chaque maire garde son précaré. Mais donc voilà, je voulais savoir pour vous quelles étaient les raisons, hormis la flambée de l'immobilier, mais il n'y a pas que ça, à mon avis, qui a fait que Paris a été quitté par la plupart, pas la plupart, je dis n'importe quoi, mais ses habitants. Moi, personnellement, je suis resté à Paris. D'abord, je ne suis pas parisien, je le suis devenu par l'effet d'un violent désir qui remontait à très longtemps dans mon adolescence, et dès que j'ai pu, je m'y suis installé. Mais ce que Philippe ne vous dit pas, c'est qu'il est donc aveyronais, et donc son rêve, c'était de faire Bougna à Paris. Non, mais ça, les Aveyronnais possèdent Paris depuis très longtemps. C'est une affaire que nous faisons semblant de laisser les Parisiens, et maintenant les Chinois, mais c'est une blague. Mais je peux vous dire, si je suis resté, c'est malgré. Et malgré tout ce qu'on vient de dire, vous disiez que nous n'avons pas évoqué les raisons pour lesquelles on quitte Paris, mais je crois qu'au contraire, personnellement, comme vous avez pu voir, j'avais un attachement considérable aux Halles, pas seulement à cause de ces formidables pavillons, pas seulement parce que j'y ai fait, dans l'année de mes 20 ans, l'expérience du mensonge politique dans toute son horreur, y compris du mensonge qui a consisté à dire qu'on ne pouvait pas transporter ces pavillons de Baltard ailleurs, ce qui en soi n'était pas une bonne idée, mais enfin, on nous a raconté que ce n'était pas possible, et puis on l'a fait pour un député gaulliste, M. Ningesser, et on est allé mettre dans sa commune ce pavillon qui est évidemment dérisoire, mais quand un milliardaire américain avait dit qu'il voulait les racheter, on lui a répondu que ce n'était pas possible. Et la brutalité avec laquelle a été organisée cette destruction des Halles, et ensuite la brutalité avec laquelle a été fait ce trou, pour des raisons dont on s'est aperçu ensuite qu'elles étaient toutes des mensonges. Mais si j'étais attaché à ce quartier, je l'ai connu, parce que comme étudiant, c'était là où on allait gagner un peu d'argent, enfin même un peu plus qu'un peu d'ailleurs, sauf qu'on ne faisait pas qu'y gagner de l'argent. On y gagnait aussi cette espèce d'humanité, parce que c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure avec Dominique Khalifa, l'extraordinaire diversité de gens que vous rencontriez en déchargeant des cajots de chou-fleur, et après en allant prendre votre petit déjeuner à une heure où d'habitude vous vous leviez, et encore avec peine. Et là, effectivement, vous faisiez l'expérience, et pour quelqu'un qui, comme moi, a fait par la suite des études de sociologie et un peu d'histoire sociale, dire ce que c'est qu'une société, je l'ai vu là.
je sais ce que c'est qu'une société parce que j'ai vu une société au Hall, c'est-à-dire quelque chose qui, depuis ceux qui faisaient la tournée des Grands-Ducs, depuis ceux qui sortant des théâtres, des boulevards, parce qu'à l'époque, le théâtre du boulevard de Strasbourg, le théâtre du boulevard de Sébastopol étaient extrêmement fréquentés. Ils étaient fréquentés par des dames qui avaient des manteaux de fourrure et des messieurs qui savaient se conduire et qui allaient ensuite les emmener dans les restaurants voisins des Halles pour la fameuse, en effet, soupe à l'oignon. Cette société qui est décrite dans le livre de Jean-Paul Kléber dont on parlait tout à l'heure, je l'ai vue. Et ça, je ne le reverrai jamais. Quand Sinatra chante « The City That Never Sleeps », c'est Paris, la city qui ne dormait jamais, la ville qui ne dormait jamais. Et effectivement, une fois que Pompidou a tué ça, il n'y avait plus moyen de le refaire. Alors peut-être qu'on peut trouver des substituts, peut-être qu'on peut trouver quelque chose qui, à travers les pistes que Nicolas Chaudin donnait tout à l'heure, peut-être qu'on peut trouver quelque chose qui redonne de cette diversité humaine, de cette patte humaine à la ville, mais en tout cas, personnellement, je mourrais inconsolé d'avoir perdu cette formidable zone d'humanité. Puis il y a eu quand même... Après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu quand même pendant 30 ans une désindustrialisation massive de la ville, parce qu'on a complètement oublié qu'il y avait des usines automobiles dans Paris. Hein, dans le 13e arrondissement, il y avait les usines Delahaye, il y avait les usines Panhard, les raffineries Citroën, et ça attirait, enfin ça fixait, si vous voulez, une population ouvrière très dense, hein, très nombreuse. Donc ça s'est achevé... grosso modo au milieu des années 60, à la fin des années 60, Citroën un peu après à la même. fin des années 60. Et puis après, on a aussi éloigné un certain nombre d'universités. Donc on a vidé de sa substance. Il faut savoir qu'en 1914, il y a 3 500 000 Parisiens qui vivent à l'intérieur des fortifs. 3 500 000, dans des conditions d'insalubrité d'ailleurs que le grand chantier haussmannien n'a pas résolu, parce que le choléra a été remplacé par la tuberculose, pour ainsi dire. Donc, évidemment, les gens ont fui Paris. Aujourd'hui, ça se stabilise d'abord grâce aux services, ça se stabilise parce qu'il y a une population aisée qui reste à Paris, puisqu'il ne reste plus qu'elle. Elle a toujours les moyens de s'y maintenir, en gros. Donc maintenant, quant à la disparition des hauts lieux de la vie parisienne, moi j'ai des enfants qui ont entre 20 et 27 ans, ils se sont inventés leur lieu de sociabilité, ils se sont inventés leur quartier phare, hein, qu'ils regretteront d'avoir vu disparaître quand ils auront 30 ans de plus. Parce que ça aussi, c'est la vie d'une grande métropole, c'est de faire des nostalgiques. Hein. Quand on vit au bord de la mer et qu'on a le même littoral devant soi, pendant 50 ans, on est moins enclin à la nostalgie que lorsqu'on voit les boutiques de son enfance disparaître, les boîtes de nuit de son enfance fermées, les restaurants changer, etc., etc. Moi, j'ai 57 ans, la ville que je connais n'a rien à voir avec celle de mon enfance ni celle de mon adolescence. Moi, je suis un vrai Parisien, de famille parisienne. Mon père, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents m'ont raconté mes arrière-grands-parents non, mais m'ont raconté leur ville telle qu'elle était, ce qu'on y faisait. Mon père, quand j'étais enfant, m'emmenait voir les dernières manades de chevaux qu'on allait mener à l'exécution, à la tuerie, aux abattoirs de Vaugirard. J'ai vu ça, j'ai vu des centaines de percherons marteler le pavé du boulevard Brune. C'est très impressionnant quand on a 7 ans. Mais quand je raconte ça à mes enfants, ils ont l'impression que je sors tout droit de, je sais pas, la princesse de Clèves. Donc... on aura toujours... Paris génère une nostalgie. C'est même la fonction symbolique d'une ville vivante. C'est de faire de chaque génération une génération nostalgique. Ça, c'est pour Philippe. Et pour les enfants, Alors, il y a quand même un mot pour répondre. Oui. Le problème des enfants, c'est quand même un problème très important. C'est que le modèle social dominant n'est pas celui d'une famille classique avec des enfants. Une famille classique avec des enfants a en général besoin d'une voiture. Dans un milieu, on appelle ça une bétaillère à cateau. C'est ce qu'avait dit, c'est l'expression de Julie, de Serge Julie, ça. Et donc, le modèle n'était pas celui-là. Il est un modèle de gens relativement jeunes, de 30-40 ans, très épris d'eux-mêmes, très portés sur les activités physiques, le marathon, tout un ensemble de choses très, très dignes. Moi, je ne suis pas du tout candidat à ça, mais je crois que c'est quand même pas du tout le même modèle. Et donc, on a vraiment tout un modèle social traditionnel qui a énormément de mal à se reconnaître dans Paris et qui ne peut assumer cette existence à Paris qu'à condition d'être fortuné.
C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des familles bourgeoises dans le 16e arrondissement, on a encore 5 enfants, etc. Mais ça implique une capacité financière, sociale énorme. Et donc là, il y a une rupture, et c'est quand même quelque chose d'assez grave. Enfin, c'est effectivement, ça contribue, ça aussi, aux Gilets jaunes. Alexandre Gady. Alors moi, je fais la réponse inverse. Mais c'est mon côté révolutionnaire que vous soulignez tout à l'heure. Je suis venu de banlieue, pas très loin, et en même temps, le fond des Yvelines, c'est une autre histoire. Et je suis arrivé à Paris, je m'y suis marié, j'ai eu 3 enfants, j'ai vécu une vie de famille normale, envers et contre tout dans Paris. Normal, c'est pas un jugement, bien sûr, attention, d'une manière ou d'une autre. Mais je veux dire par là qu'on l'a fait. C'est-à-dire qu'on a rentré la poussette en se faisant insulter dans les bus, dans les métros. On l'a fait pour les 3. Et à la fin, ma femme vient de la province. Jamais elle n'y retournera. Elle ne veut pas imaginer autre chose. Même la banlieue, ça paraît incroyable. Les enfants sont des Parisiens jusqu'au bout des ongles. Et finalement, c'était possible. Mais je dois rendre hommage à la mairie de Paris. Parce qu'à un moment, au 3e enfant, étant fonctionnaire, c'était plus possible de rester face au prix de l'immobilier. Et là, j'ai été sauvé par le logement social intermédiaire. C'est ça qui m'a permis de rester à Paris. Et ensuite de me refaire, si j'ose dire. Mais sans ça, je serais effectivement parti de Paris. Donc je suis passé tout près de ça. Et je veux rendre hommage à la mairie qui a fait ça pour cette famille qui est devenue une famille de Parisiens. Alors je voudrais répondre à Nicolas. D'abord, bien sûr que toutes les générations trouvent leur lieu de sociabilité. Elles ont cependant dans Paris souvent une caractéristique que je trouve pauvre. Et quand par exemple on remonte le soir ou la nuit la rue Montorgueil, qui était la rue de Bertrand Delanoë, celle où il amenait depuis la reine d'Angleterre jusqu'au président de la Roumanie, tellement il était fier de cet endroit-là, qui, pour ceux qui ne sont pas parisiens, est une rue des Halles, qui tombe dans les Halles, qui part des Halles, qui finit, comme on voudra. Dans cette rue-là, quand on voit la terrasse des cafés, quand on y entend les conversations, quand on s'y assied soi-même, on y voit une population qui est socialement totalement homogène, qui est composée d'avocats d'affaires, qui est composée de traders, qui est composée de publicitaires ou, pire encore, de journalistes. Et c'est exactement le même modèle. Et donc, c'est forcément une sociabilité qui perd la chance de rencontrer des gens qui viennent d'ailleurs. Et quand je parlais des Halles, c'est pas pour dire qu'on y avait perdu un lieu de sociabilité, c'est pour dire qu'on y avait perdu un lieu unique, qui était un lieu d'humanité. Et puis sur la nostalgie, je suis un grand défenseur de la nostalgie, d'abord parce que je pense que beaucoup de gens la confondent avec la réaction. La réaction, c'est d'espérer qu'une époque révolue pourra revenir, ce qui est à la fois puéril et totalement idiot. Et curieusement, je vois que la nostalgie est un mot magique que l'équipe de Bertrand Delanoë, puis ensuite ses successeurs, ont beaucoup utilisé pour révoquer les critiques qui leur étaient faites. Et notamment, je me souviens d'avoir publié dans Le Monde, avec Éric Hazan, un échange sur Paris qui était particulièrement sévère, venant de gens qui ont, Éric Hazan et moi, des opinions politiques tout à fait différentes, et à laquelle le maire de Delanoë avait répondu dans Le Monde en disant « Ah, c'est des nostalgiques ». Mais la nostalgie, c'est pas la réaction. La nostalgie, c'est le regret des choses et des gens qu'on ne reverra plus. Et une humanité sans nostalgie est une humanité de monstre. Une humanité qui est incapable, non pas de faire son deuil, mais d'avoir une idée de ce que c'est que le deuil. Et donc, je défends la nostalgie parce qu'elle peut aussi être la recherche d'une modernité qui soit la traduction contemporaine de qualité qui était ancienne. Je ne veux pas qu'on refasse le Paris d'Haussmann, ni qu'on refasse le Paris de Rambuteau, ni qu'on refasse le Paris de Louis XIV, sur lequel d'ailleurs on a beaucoup oublié ce qu'il avait fait pour Paris et à quel point il s'était intéressé à cette ville, mais je voudrais que ce qui a été, vous en parlez, vous disiez tout à l'heure Nicolas, il y a une identité parisienne, je voudrais que les citoyens et les élus aient le souci de cette identité à construire aujourd'hui, c'est-à-dire d'une identité qui conserve et qui traduise d'une manière moderne ce qui a été les valeurs de Paris. Mais tu as raison, c'est la définition de l'œuvre de Proust. Le souvenir, la réalité n'existe pas. Quand elle se produit, elle n'a aucun intérêt. Seul le souvenir lui donne son prix, sa valeur, sa réalité. En réalité, c'est après que les choses deviennent réelles.
Oui, c'est ce rapport entre l'espace, le temps et nous-mêmes, hein, et on est bien d'accord. Excusez-moi de rabattre un peu de sortir de Proust, mais ce qu'on a évoqué avec la question de monsieur sur les gamins, les familles à Paris, etc., bien sûr, on a tous raison quand on évoque ça, mais ça n'a absolument rien de singulier ni de spécifique. C'est un phénomène qui affecte l'ensemble des sociétés contemporaines. Si vous êtes à Manhattan, il n'y a pas d'enfants. Hein. À Tokyo ou à Londres, il y a très peu de gamins. C'est le problème de Woody Allen, en fait. Oui, parce que le phénomène est que à la fois nous voulons vivre autrement, avec d'autres espaces, avec d'autres services que les familles effectivement veulent plus faire comme vous, monsieur, c'est-à-dire ou alors moi je l'ai fait aussi avec les gamins et monter les courses au 4e étage parce que de toute façon je pouvais pas payer l'immeuble avec ascenseur, il fallait que je monte à pied, bon, etc. Donc on est un certain nombre à vouloir le faire, on est d'autres, mais c'est un phénomène effectivement qui correspond à des choix de vie singuliers des sociétés occidentales, voire aussi au Japon c'est pareil, hein, à Tokyo il n'y a plus d'enfants, de toute façon au Japon il n'y a plus d'enfants. Et ça n'a pas beaucoup de rapport avec Paris. Hein. Je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus général. Je voudrais quand même porter un dernier coup à Nicolas, que j'espère fatal, pas Nicolas, mais le dernier coup. Et je trouve que la nostalgie a, dans notre époque, le statut qu'avait la libido du temps de la reine Victoria. Ça travaille tout le monde, mais c'est défendu d'en parler. C'est joli. Mais moi, je suis nostalgique. Je n'ai pas attaqué la nostalgie. J'ai juste dit que... Bonsoir, je suis aussi très sensible à la nostalgie puisque j'habitais gamin le 13e arrondissement et à l'époque il y avait des usines Béguincet, il y avait la gare de Tolbiac qui était une gare marchandise importante et finalement un monde qui était effectivement très mixte et que je crois qui ressemblait beaucoup à celui du centre du ventre de Paris que vous décriviez. Moi j'ai une question alors un peu différente. En pensant à ce que les uns et les autres vous avez dit sur le rôle de Haussmann et de ce qu'il a fait, en tout cas avec Napoléon III et la suite pour Paris, et ce qui s'est passé aussi sous le pouvoir du général de Gaulle et de Paul Delouvrier notamment. Est-ce que tout ceci ne veut pas dire malgré tout que finalement il faut quand même des pouvoirs assez forts pour faire transformer une ville de façon importante ? Alexandre Gadi, est-ce que le général de Villiers doit devenir maire, président de la région ? La vieille question, pas d'urbanisme en démocratie, hein, Giraudoux. Oui, c'est une question qui traverse toute l'histoire de l'urbanisme. Est-ce qu'on peut faire de l'urbanisme en démocratie ? Est-ce que tout le monde donne son avis, la plantouille, le petit banc ? Est-ce que ça ira pour madame ? Est-ce que ça ira pour monsieur ? C'est une question. Après, je crois que... il a été cité tout à l'heure par Philippe rapidement le Louis XIV. Il faudrait rajouter Louis XIV, évidemment. Voltaire s'est trompé dans sa critique contre Louis XIV. Louis XIV a beaucoup fait pour Paris, s'est beaucoup intéressé, pas seulement d'ailleurs aux questions des monuments phares et spectaculaires comme les Invalides ou la place Vendôme, qui est l'urbanisme de prestige, mais il a aussi beaucoup fait dans l'édilité, l'éclairage des rues, les premiers égouts, tout ça. Le lieutenant de police. Et, pardon ? Le lieutenant général de police. Alors, je sais que la Rhénie te tient particulièrement à cœur pour toutes sortes de raisons. Mais, et donc, c'est fait, il faut rajouter cette séquence-là, hein, Louis XIV, Haussmann et le général de Gaulle. Alors, le problème du général de Gaulle, c'est que il a agi, à mon avis, il a utilisé ses grands pouvoirs, mais pour Paris, il a, à mon avis, provoqué plus de catastrophes qu'autre chose. Alors c'était dans un contexte assez particulier, mais la question que vous évoquez est très juste. C'est une question qu'on mesure. Moi j'ai un grand engagement associatif et c'est une question qu'on mesure. Parce que c'est vrai que les élus vous disent « nous avons la légitimité pour faire ». Bon, mais le peuple souverain, comme on ne sait pas qui c'est, tout le monde peut répondre que regroupé en association, les citoyens peuvent dire « non, on ne veut pas d'une tour triangle à côté, par exemple ». Je prends un exemple qui n'existe pas, bien sûr, à côté de la porte de Versailles. Et qui a raison ? La société immobilière Unibail, très proche de certains élus, ou les citoyens qui habitent le 15e, qui ne veulent pas que leur horizon soit bouché, ou au contraire la mairie qui dit nous on veut une tour parce que Paris c'est la ville des tours, paraît-il.
c'est assez discutable aussi. Quoique, c'est pas inintéressant d'en parler. Et donc, c'est une question fondamentale que vous posez, et l'équilibre de la réponse est très très difficile à obtenir. Je pense qu'on peut dire quand même que moi je suis assez sensible à ce qu'a dit monsieur, mais il faut une volonté politique. Mais je veux dire, une volonté politique, je me sens un peu... une ambition. Une volonté politique, elle peut, et elle existe aussi en démocratie. Je ne pense pas qu'on puisse dire que la démocratie est hostile. Non, c'est pas ce que nous avons dit. L'Araignée, c'est très bien pour la police parisienne, mais le préfet Lépine aussi. Et le préfet Lépine est une émanation d'une république démocratique. Je rappelle quand même que le Lépinat, comme on a dit, c'est le moment où la gestion de l'ordre à Paris s'est faite, alors que les tensions sociales étaient extrêmement nombreuses, s'est faite sans qu'on déplore de morts dans la ville de Paris du fait des manifestations. Donc la volonté politique, elle peut aussi, et heureusement, s'exprimer en démocratie. Dominique, et l'autorité, on ne dit pas le contraire, mais c'est vrai, ça pose reste quand même une vraie question objectivement. Comment dirais-je ? Nicolas Chaudin. Là où l'autorité est nécessaire, et cette autorité-là, une démocratie peut la produire, c'est quand il s'agit de se donner les moyens légaux et administratifs de reconstruire une ville. Donc on a parlé tout à l'heure de la reconstitution d'une entité régionale qui serait calquée sur la généralité de Paris ou sur l'ancien département de la Seine ou sur Peu-me-chaud finalement. Mais mettre au point un dispositif légal et réglementaire d'autorité qui permettent la régénération d'une ville 2 fois millénaire, une démocratie peut prendre d'autorité ces mesures-là. Après, la construction de la ville et même sa conception peut se faire d'une manière beaucoup moins autoritaire et beaucoup moins, je dirais, presque dictatoriale que n'a été fait le Paris haussmannien, par exemple. Donc, oui, la démocratie a les moyens de ça. Mais comme le disait tout à l'heure Dominique avec force, si l'ambition de renverser un État périmé, nécrosé, n'est pas là, ça n'arrivera pas. Or, l'état de la conurbation parisienne est proche de la nécrose. Jean-Luc Bourlange. Oui, d'abord, ça me fait toujours penser à la phrase de Chirac. Comme disait Robespierre, la démocratie est un système d'autorité. C'était absolument effrayant. Il y avait son conseiller, Denis Baudouin, dès qu'il disait ça, il disait « Mais arrête, Jacques, arrête !» Et figure-toi qu'il n'y a pas une rue Robespierre à Paris, c'est pas pour rien. Mais je ne voudrais pas dire ça, je voudrais dire que quand même, un régime un peu autoritaire comme celui du général de Gaulle peut avoir quand même, il ne faut pas charger tout. La 4e République, qui était un régime démocratique et surtout faible, avait laissé son administration imaginer des plans, notamment quasiment la destruction sous couleur de rénovation de tout ce qui était entre le boulevard Saint-Michel et l'hôtel des Monnaies, c'est-à-dire quand même un cœur de Paris. Et c'est Malraux qui a empêché ça, et Malraux qui a effectivement fortement contribué à sauver le Marais. Donc il y a quand même eu une volonté assez claire de défendre. Alors, évidemment, tous ces gens n'étaient pas aussi... pas des très grands démocrates quand même. Comment ça, hein. Non, c'est ce que je dis. Les régimes autoritaires peuvent avoir des aspirations protectrices. Et les assemblées d'élus peuvent, comme le Conseil de Paris en 1967, voter à l'unanimité la couverture du canal Saint-Martin pour en faire une radiale automobile qui traverse Paris du nord au sud. Oui, mais Pompidou avait défendu quand même les platanes. La magnifique lettre... Oui, il défend les platanes hors de Paris. Hors de Paris, oui. Hors de Paris. Enfin, c'est quand même... Cet homme qui a dit qu'il fallait que Paris... N'emmerdez pas les Parisiens, n'emmerdez pas les Français, c'est une phrase extraordinaire, parce que ça s'est passé avant les élections de 67. Et Pompidou préparait les élections de 67 et avait demandé à l'administration de donner des idées pour les législatives. À ce moment-là, les fonctionnaires, absolument en liberté, ont sorti tous les projets les plus extravagants, etc. C'est arrivé devant Pompidou qui a dit non, il ne faut pas emmerder les Français. Il a fait un programme beaucoup plus limité, beaucoup plus restreint, beaucoup plus vendable, et il l'a envoyé à l'Élysée pour validation. Et la réponse de l'Élysée a été, le programme de 67, c'est soutenir l'action du général de Gaulle. Il nous reste le temps d'une dernière question, s'il y en a une. Oui, madame. Moi, j'étais surprise que vous ne parliez pas davantage du Grand Paris. Bon, j'y connais pas grand-chose, mais est-ce que ça apporte quelque chose à tous ces problèmes ?
Est-ce qu'on n'en a pas parlé? J'ai l'impression qu'on a essayé plutôt au contraire de dire à quel point c'était... on n'est pas rentré dans le détail du projet tel qu'il est aujourd'hui, qu'il est d'ailleurs un peu difficile de pouvoir d'analyser compte tenu de sa variabilité. Mais il me semble que ce soit... On n'a pas tiré sur les Algeco, quoi. Oui. Non, moi, je crois que c'est un grand projet qui a été conçu de façon absolument irresponsable sur le plan financier, ce que la Cour des comptes avait tout de suite dénoncé, mais c'était fait exprès. C'était fait par le gouvernement socialiste il y a quelques années pour donner une grande ambition, puis ensuite ils ont complètement magouillé les problèmes financiers. C'est un peu comme sur les retraites, quoi. Et donc ils ont sorti cette chose-là. Je pense que globalement, c'est effectivement assez positif pour les banlieues. Ça change complètement le rapport à Paris quand ce sera fait. Mais le problème, c'est que je maintiens que vous ne pouvez... C'est un empilement administratif fait par des administrations sur lequel règne l'habile préfet de la région parisienne, qui est un homme extrêmement compétent et habile, mais ça manque absolument, comme on dit en bon français, de bottom-up. Il n'y a absolument pas de présence de la population. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas d'instance. Il faudrait que ce soit la politique régionale. Si on arrivait, mais on n'arrivera pas d'ici 1 an, à reconstituer un vrai pouvoir régional en Île-de-France, car c'est ça qu'il faut faire. C'est là que ça se passe pour l'essentiel. Il faut supprimer la métropole, tout ça, ça ne va pas du tout. Enfin, il y a plusieurs schémas. Il faut en choisir un en tout cas. Mais on a besoin de collectivités qui présentent 2 caractéristiques, qui embrassent l'ensemble des données du développement et qui soient enracinées dans le suffrage universel. C'est les 2 choses qui manquent aujourd'hui. On a des administrations, des collectivités fragmentées et un suffrage universel indirect, c'est-à-dire une manipulation des élus par l'administration. Je vous remercie. Le buffet nous attend. Merci aux uns et aux autres d'avoir participé à cette émission. Et j'espère à bientôt à l'écoute du Nouvel Esprit Public tous les dimanches.